Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Nous vivons une époque où l'image est partout, tout le temps, où tous ceux qui possèdent un téléphone mobile peuvent se transformer en reporters photographes, au point de faire oublier que jusqu'alors, photographe de presse était un vrai métier. Journaliste, reporter, photographe pendant plus de 50 ans, Charles Bébert est installé à Nice depuis le début des années 60. Il a appris la photo avec son père qui était photographe à Oran. Aujourd'hui âgé de 87 ans, Charles Bébert fait toujours des photos, mais il regarde notre époque et le métier de reporter avec circonspection. Lui qui a vécu chaque minute des grandes heures de la photo de presse sur la Côte d'Azur. Dans cet entretien, Charles Bébert revient sur les origines de sa passion pour l'image en racontant d'innombrables anecdotes vécues avec des stars internationales de l'époque jusqu'à ces dernières années. Sa spontanéité, sa générosité et son inventivité lui ont permis d'obtenir des images que tant d'autres auraient souhaité pouvoir réaliser. Sa fidélité lui a permis de garder, tout au long de sa carrière, la confiance et parfois l'amitié de nombreuses vedettes parmi lesquelles Belmondo, Hallyday, Dali, Mick Jagger, les Beatles, Fernand Doré, Claude François, La Calas, Raquel Welch ou encore Count Basie. Charles Bébert a transmis sa passion à son fils Bruno, devenu lui aussi photographe à Nice, mais c'est son autre fils, Stéphane, qui a décidé de valoriser le fond photographique de son père en produisant des expositions et en publiant récemment un livre où sont réunies 100 photos résumant la vie de ce photographe de star, devenu aujourd'hui un photographe star. Je m'appelle Charles Bébert par rapport à mon père. Je ne m'appelais pas Charles Bébert, je m'appelais Charles. Voilà. Mais mon père s'appelait Bébert et j'ai pris Charles Bébert. Quand mon père est décédé, j'ai pris le nom de Charles Bébert. Voilà. J'ai commencé à travailler photographe. Donc j'avais 14 ans, j'ai quitté l'école et mon père était déjà photographe. Il m'a dit viens travailler avec moi. J'ai dit bon d'accord, je viens travailler, mais à une condition, tu me payes une Vespa. Il m'a dit d'accord. Alors j'ai travaillé photographe, je faisais des enfants, vous savez, dans la rue. Je faisais avec les mamans qui avaient des enfants. Je dis, madame, il est beau, votre petit, vous pouvez faire une photo. Et je travaillais comme ça. Mais l'avantage que j'ai, je ne donnais pas des tickets. On faisait payer les photos à l'époque à Oran. Ouais, Oran. Ouais, c'était à la France, à l'ancienne Algérie. Enfin bref. J'ai commencé à faire le photographe et j'ai continué à faire photographe. Bon, au bout d'un an, je travaillais. Mon père, au lieu de m'acheter la Vespa, il a acheté la voiture à ma soeur. Tellement que j'étais pris dans ce métier que j'étais obligé de continuer. Alors j'ai continué à travailler photographe. C'était parfait. Alors je faisais des mariages, je faisais un peu partout, des communions, vous savez, au départ. Et après, j'ai commencé à travailler au journal, au Rang Républicain. J'ai travaillé au sport. Alors je faisais des matchs de football et tout, c'était très bien. Bon, voilà. J'ai commencé comme ça à faire le métier de photographe. Bon, j'ai travaillé, j'ai fait le festival de cinéma à Oran, j'ai connu pas mal de vedettes à Oran, j'ai connu Jacques Brel, Charles Aznavour, Beko, vous voyez, pas mal de Daniel Gélin, Eddie Constantine. Tous les grandes vedettes venaient à Oran, c'était la France, donc ils venaient faire des magazines et tout. Bon. Je suis arrivé, malheureusement, on est parti d'Algérie, je suis venu ici, et j'ai repris, mais je n'avais pas de situation. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai eu un magasin, j'ai eu un prêt, j'ai pris un magasin, j'ai commencé à faire les communions, les mariages pour ici, à Nice. Mais malheureusement, d'abord je suis arrivé à Marseille, j'ai essayé de reprendre mes activités de journaliste à Marseille, j'ai écrit au Provençal, j'ai écrit au Méridional, j'ai écrit à l'Humanité, la Marseillaise, et personne n'a voulu me prendre comme photographe. Ils n'avaient pas de place ni rien. Bon, enfin bref. Ça ne m'intéressait pas de rester à Marseille. J'ai attendu que ma femme elle accouche à Marseille, je suis venu m'installer à Nice. Je suis venu à Nice, c'est une très belle ville, j'ai commencé à travailler, mais je n'avais pas encore repris mes activités de journaliste. Mon agence avec qui je travaillais en Algérie, elle me dit, il y a du travail pour deux. Alors j'ai dit, bon, mais qui c'est qui travaille pour vous? Elle m'a dit, un photographe. J'ai attrapé ce photographe que je ne connaissais pas, j'ai dit, écoute, est-ce que tu travailles uniquement avec cette agence? Tu ne fais pas d'autre chose? Il me dit, non, je travaille qu'avec cette agence, j'ai 2 enfants. Alors j'ai dit, il n'y a pas de raison. Je ne veux pas travailler avec celui. J'ai un travail pour un seul, pas pour 2. Alors j'ai continué à chercher, j'ai trouvé une agence, ça s'appelait les Reporters Associés. Alors j'ai travaillé pour eux, j'ai commencé à travailler un peu. Bon, donc j'ai commencé à devenir journaliste, j'allais à droite, à gauche, je faisais toutes les qui étaient, le bal de la Croix-Rouge, j'ai fait le cirque, je travaillais beaucoup à Monaco. Bon, et c'est comme ça que j'ai continué à faire ce métier de photographe, qui me plaisait d'ailleurs. Mais j'étais plus dégourdi, c'est-à-dire que j'essayais, je ne sais pas si c'est mon caractère, mais je familiarisais vite avec les vedettes, je ne sais pas pourquoi, où c'était sympa, mais je parlais
Parce que si on ne parle pas avec les vedettes, on ne peut pas rentrer en relation avec eux. Quand j'ai rencontré Belmondo, j'étais au beach à Monaco, il était avec ses enfants, j'ai dit, je peux vous montrer quelques photos? Il m'a dit, vous avez un drôle d'accent. J'ai dit, oui, je suis d'Oran. Il m'a dit, mon père, il est d'Alger. Et c'est comme ça qu'on est rentré en amis. Et j'ai commencé par lui, et à chaque fois qu'il venait, il m'appelait. C'était vraiment un ami. Il m'appelait, je restais 8 jours avec lui. On avait des anecdotes, vous voyez, il ne voulait pas qu'on le dérange. Alors je faisais des photos, et le jour qu'il partait, il me dit, tu peux balancer. Je donnais une photo au journal de local, et le lendemain, tous les photographes venaient, mais c'était trop tard, il était parti. Il était tranquille pendant une semaine. Les autres vedettes, c'était pareil. Quand ils venaient à Nice, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que je faisais. Ils voyaient les résultats sur les journaux, ils voyaient les parutions. Donc il me dit, c'est intéressant, Johnny Hallyday, il a dit à son attaché de presse qui était parqué, ne m'appelez plus rien, personne, appelez-moi Bébert, c'est lui qui s'en occupe de moi. Et un jour, il me téléphone, il rate l'avion de Air Inter, moi je suis à l'aéroport, il me dit, Bébert, quand je rate l'avion, je prends le suivant. Alors j'avais compris qu'à chaque fois qu'il ratait l'avion, alors je l'attendais, on faisait des opérations, parce que des attachés de presse de maintenant, ils démolissent, parce que Belmondo, il s'est fâché avec son attaché de presse qu'il avait, ses relations publiques, à cause de ça. C'est pas possible. Il arrivait au festival, non, il fait pas de photos, non, il fait pas ci, il fait pas là. Alors moi, j'ai dit à Jean-Paul Belmondo, quand il est arrivé, quand on est au festival de Cannes, il me dit, Bébert, il paraît que tu vas me faire quelque chose. J'ai dit, écoute, Bébert, moi je suis franc. Tu fais des photos, tu fais des interviews. Il m'a dit, je fais ce que tu veux. C'est sympa. Alors on a commencé à faire le reportage à RMC, il a fait un reportage à RMC, le lendemain, à l'ancien palais, je vous parlais, il est monté à la terrasse où il y a tous les drapeaux avec la mer et tout, c'était magnifique en prise de vue. Et il y a RTL qui l'interview, il lui dit, vous êtes content de venir sur la croisette? Il a dit, surtout quand je vois mon ami Bébert. Je me suis mis à rire, je lui ai dit, combien je te dois pour la publicité? Non, mais c'est comme ça, moi je suis très communicatif avec les gens. Vous savez, moi je familiarise vite, je parle avec eux. Si on ne parle pas avec les gens, on n'arrivera à rien. Moi je connaissais des photographes qui arrivaient, ils faisaient leurs photos, ils partaient. C'est ridicule. On ne peut pas devenir... On parle avec les gens. Moi je vois un professeur, je parle avec lui, je dis, vous savez, professeur, non mais je vous explique le topo. Je suis fatigué, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression de tomber. Le professeur il me dit, monsieur, c'est rien, vous prenez du Primpréron, ça va vous passer. Vous voyez, je parle avec aussi bien des politiques, avec des... Je vois Borg, j'ai commencé à parler avec Borg, c'est un talisman, très grande vedette. J'ai sympathisé avec lui. On a fait les gâteaux des rois ensemble, il lui mettait la couronne sur la tête, on faisait des photos et tout. Le jour de son mariage, alors qu'il était vendu 26 millions le mariage, en exclusivité à une agence. Il était au Country Club de Monaco, la princesse Grace, que Dieu repose son âme, et il vient et elle part avec le prince Albert. J'ai dit, Seigneur, ça ne vous dérangerait pas qu'on fasse une photo avec Borg et sa femme? Elle m'a dit, moi je ne commande pas, c'est lui. Alors moi, d'en bas, j'ai appelé Borg, la princesse veut faire une photo avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a entendu, il ne peut pas dire non. Il est sorti sur le balcon, la princesse est retournée, elle est montée au premier étage, on avait les photographes en bas, un de chaque côté, le prince Albert il s'est mis à côté de la mariée et la princesse Grace à côté de Borg. On a fait la photo qui est passée dans le monde entier, c'est plus la peine. Le mariage qu'il a vendu, c'était pour rien puisqu'on a fait la photo. C'est pour vous dire la sympathie que les gens nous trouvent. La princesse Grace, moi je regrette, parce que c'est elle qui m'a lancé dans ce métier. Elle a été très gentille avec moi, elle m'a ouvert des portes. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais très sympa. Les enfants, ils s'amusaient avec moi. À chaque fois que je voyais Stéphanie, elle venait me déclencher mon appareil. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'amusait. Le prince Albert, je vous dis, à l'heure actuelle, quand il me voit, M. Bébert, un jour, il a fait, ça m'a vraiment touché. Il était, vous savez, un match de football, il y a le centre, et le but de corner. Il est allé jusqu'au but de corner pour partir. Il est revenu, il m'a dit, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer. J'ai dit, Monseigneur, je ne fallait pas vous déranger, j'étais gêné plutôt qu'autre chose. Ça m'a fait... Le jour qu'elle est décédée, j'ai refusé de faire le reportage. Je ne suis pas monté à Monaco. Vous savez, c'est des choses qu'on a et qu'on essaye, et les gens s'en aperçoivent. Je ne suis pas un paparazzi, je suis un paparazzi honnête. Vous voyez, par exemple, Max Jagger, il était avec une femme avant de se marier.
Il était avec une femme avant, quelques jours après son mariage. Et moi, je savais qu'il était au Negresco. Je le suis à l'aéroport, il vient vers moi, il parle très bien français. Il me dit, ça ne vous dérangerait pas de me photographier? Je dis, moi, je ne veux pas vous savoir, je vous photographie qu'à vous. Je l'ai photographié sur une petite moto. Ah, il était habillé avec une casquette, avec des damiers, un foulard rouge et tout. J'ai pris quelques photos. Cette photo, je l'ai offerte au Téléthon, qui a rapporté 34 000 euros. J'ai fait cadeau cette photo. C'est réel, elle a rapporté 34 000 euros. Et le jour que je lui ai dit, écoutez, à titre de revanche, voilà ma carte. Je lui ai donné ma carte. 3 mois après, il se marie à Saint-Tropez. Je vais au Biblos. J'arrive, je vois l'attaché de presse. Je lui ai dit, ça ne vous dérangerait pas de donner la carte à M. Max Jäger? Il a donné la carte à Max Jäger. Max Jäger, il a dit, oui, comme photographe. Il y avait 250 photographes. Personne n'est rentré à l'église parce que la mairie, on ne peut pas interdire. Vous savez, la mairie, c'est public. Si on ferme les portes, le mariage est annulé. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais parce que j'étais ancien conseiller municipal. Enfin bref. Alors à la mairie, il y avait tout le monde, mais on n'a plus rien fait. À l'église, j'étais le seul photographe avec des Anglais. C'est pas sympathique, vous voyez? C'est une reconnaissance qui m'a fait. Tout a changé, je vais vous dire pourquoi. Ça a changé dans une seule façon. Vous savez, à l'ancien festival de Cannes, les gens se bousculaient pour faire des photos. Donc c'était des photos inédites puisqu'on se bouscule. Donc c'était des photos pas prises comme tout le monde. Je volais une photo à droite, toi tu prenais à gauche, c'était pas la même photo. Et alors, quand on se disputait, on faisait des photos magnifiques parce qu'il y avait la mer, ils marchaient sur le trottoir avec la mer derrière et tout. Maintenant, le festival de Cannes, c'est zéro. Ils ont des barrières, comme des prisonniers. Ils arrivent, les vedettes, on dirait des mannequins, un coup à gauche, un coup à droite. C'est vraiment bidon. Ça n'a plus la même valeur. Et quand vous faites la même photo que tout le monde, ça ne vaut plus rien. Donc quand vous avez 500 photographes qui font une photo, elle ne vaut même pas 10 centimes. Donc ça ne sert à rien. Et les 3 quarts qui sont au festival de Cannes ne sont pas des professionnels. Avec une annonce de journaux, on vous accrédite. Ce n'est pas normal. Il devrait avoir des photographes professionnels uniquement avec leur carte de presse. Mais la carte de presse ne sert à rien vis-à-vis de ça, parce qu'il faut une carte de presse pour le sport. Bientôt, il faudra une carte de presse pour aller au théâtre, pour aller au tribunal. Non, mais ce n'est pas normal. La carte de presse nationale devrait être valable partout. C'est plus pareil. Donc, on n'a plus de relation avec les vedettes. Parce que si vous bousculez avec une vedette à l'aéroport, je lui dis excuse-moi, bon, tu rentres en relation. Moi, j'ai été à l'aéroport quand on est arrivé en 79 pour Hollywood. Il y avait Jan Kelly, il y avait Johnny Westmiller, il y avait toutes les grandes stars. Vous voyez, comment il s'appelait? Fred Astaire, Gary Grant. Moi, j'ai fait faire la photo sur les escaliers, les 30 vedettes. Je les ai mis moi, en groupe. Et à un moment donné, j'ai dit à Gary Grant, parce qu'il était très connu, mettez-vous devant, il me dit, j'ai un bouton à la lèvre. J'ai dit, ça ne se voit pas, vous savez, à 10 mètres. Mais je n'ai pas plaisanté, j'ai dit, si. Et Jan Kelly, je l'ai vu, j'ai pris un drapeau qui avait le départ de Saint-Étienne à Glasgow, j'ai pris un drapeau de Saint-Étienne et je l'ai donné à Jan Kelly, et Jan Kelly l'a revu, j'aurais donné un drapeau communiste, et jamais rentré en Amérique. Il était le premier supporter de la Saint-Étienne. Il a le drapeau de la Saint-Étienne. D'ailleurs, ma photo elle a été vendue dans un disque. Donc, si on ne montre pas des histoires, on ne fait rien, monsieur. Voilà, j'ai fini l'aéroport. Je suis arrivé à Eden Rock. Les motards, les policiers, ils l'encadraient. J'ai pris tous les policiers avec lui. Quand il est rentré à l'hôtel, il m'a dit, vous êtes un grand metteur en scène. J'ai dit, oui, mais je n'ai pas les moyens. Parce que j'organisais les trucs. Vous voyez? Si on n'organise pas, on n'a rien, monsieur. Mais c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'on a démoli, les vedettes, ils ne se prennent pas pour des grandes personnalités, et total, ça ne leur rapporte rien. Avant, les vedettes, ils venaient manger avec nous. C'est comme les footballeurs, avant, ils mangeaient avec eux, on rentrait dans les vestiaires, on les interviewait. C'est fini tout ça. Mais c'est eux qui ont perdu, c'est pas nous. Ils ont tort. Les photographes ne sont plus considérés comme il fallait. Et c'est un tort, parce que si les photographes, ils écoutaient ce qu'on leur dit, tout le monde sera à notre merci. C'était pas un Nikon, c'était un appareil avec un double focal, c'est-à-dire avec télémètre couplé. On ne voyait rien dans le télé. Il est en face, c'est un focal universel. Travailler avec le Leica, il fallait faire des photos. On n'avait pas de moteur à l'époque. Il fallait faire à la main plusieurs photos. Donc le mérite de ces appareils,
c'est qu'on pouvait faire des photos magnifiques. Maintenant, avec les appareils qu'il y a, modernes, il n'y a plus de profondeur de champ, il n'y a plus rien. C'est vraiment n'importe quoi. On fait la photo et c'est fini. Maintenant, ils font 200 photos pour rien. Nous, on faisait 3 ou 4 photos, c'était très bien. Mais moi, il fallait que je vienne développer le soir. Je faisais des planches contact pour contester, parce que vous savez, quand on envoie aux agences, automatiquement, on garde les planches contact. Et automatiquement, on envoie les négatifs pour les vendre en plusieurs exemplaires, parce qu'il faut les négatifs. Et à ce moment-là, je les envoyais par avion. Vous savez, avant, à l'époque, tout était bien organisé. Vous vous rendez compte, à l'époque, à la poste tiers, on pouvait mettre les photos jusqu'à 20h30. Vous savez, le courrier. Et si vous avez raté 20h30, vous allez à l'aéroport de Nice, il y avait le type qui tamponnait les boîtes aux lettres de l'aéroport sur un comptoir, et les mettait dans l'avion à 9h30. Donc si vous ratez d'un côté, vous pouvez rattraper de l'autre. Vous voyez ? Maintenant, à 5h de l'après-midi, on ne peut plus mettre une lettre à la poste. Tout a changé. C'est fini. Et la photo, elle est morte. Avec les portables, n'importe qui fait des photos, les donne aux machins. D'ailleurs, vous voyez à la télévision, c'est tous des trucs qu'ils donnent à la télé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Et quand on fait de belles photos, ils ne pourront jamais faire de belles photos en action, comme dans le football, comme dans la boxe, comme dans le tennis. Il y a des professionnels, mais ils ne sont pas considérés. Et il fallait monter. Il fallait créer un sujet. Quand une vedette à l'arrivée, il fallait calculer qu'est-ce que je vais faire. Il y avait des agences qui étaient des concurrents à moi, ils avaient peur. Même quand je travaillais au Provençal, je vais vous expliquer. Il y a des photographes qui travaillaient avec moi, ils m'ont envoyé au casse-pipe. Je vais vous expliquer. Vous connaissez, comment ça s'appelait ? La Calas, vous connaissez ? Bon. Et elle était avec Onassis. La Calas n'aimait pas les photographes, elle cassait les appareils. Et moi, je travaillais au Provençal. Et vous savez, quand le Provençal tirait le journal, il fallait les photos, c'est à Marseille qu'on tirait. Il fallait envoyer les photos par Belin. C'est un truc qui passe à par onde et qui envoie la photo. On me dit, Bébert, attendez, les photographes du Provençal, même mes amis, ils m'ont envoyé au casse-pipe, parce qu'ils ont dit, on va envoyer Bébert pour qu'il se fasse casser la tête par la Calas. Et vous savez, dans la vie, tout change. Quand on veut du mal à quelqu'un, ça arrive en bien. J'allais, après ça, je partais faire le bal de la Croix-Rouge à Monaco. Donc, je suis habillé en smoking, avec 2 papillons et tout. Je prends un Polaroid, vous savez, le Polaroid à l'époque, il tirait la photo de suite. Bon. Je monte à l'aéroport, j'arrive à l'arrivée de l'aéroport, à la sortie, et je vois sortir la Calas, et derrière Onassis, ils marchaient derrière l'autre. Je fais la photo avec le Polaroid, la Calas, elle me sourit, au lieu de me casser l'appareil. J'ai réagi, pourquoi elle a souri ? Parce qu'elle m'a pris pour un touriste, avec mon smoking et mon œuf papillon. Je dis, c'est pas un photographe, c'est un professionnel, un ami ou un type, une personnalité qui me prend ma photo. Elle me sourit et on agit derrière. Je pars vite au journal pour envoyer le Belin. Elle a fait la première page du journal. Quand je suis arrivé au journal, ils m'ont dit, alors qu'est-ce que tu as fait ? Et j'ai dit, elle m'a souri, ils sont restés comme des cons. Ils m'ont envoyé au casse-pipe, ils ont vu la photo, et la photo a apparu sur le Provençal en première page. C'est la première fois que la Calas sourit avec Onassis. Vous voyez, dans la vie, on veut du mal à quelqu'un, ça tournait en bien, et sans vouloir, parce que j'étais habillé en smoking. Elle ne m'a pas pris pour un photographe professionnel. Voilà. Mais des souvenirs incroyables, j'ai créé des trucs invraisemblables. J'ai créé, vous savez, il y avait le loto. J'ai fait dans un journal qui s'appelle Banco, toutes les vedettes me faisaient des pronostics du loto. Mais il me dit, comment on fait ? Je dis, non, moi tu fais le pronostic, tu es pronostiqueur, moi tu joues pas. Tu me donnes 8 numéros, je les marque, tu me signes le papier que ça a donné les 8 numéros, et moi je dis, monsieur Carlo, monsieur Yves Montand vous donne les pronostics du tiers. Et il y en a qui ont donné 4 numéros, 5 numéros, pas 6 numéros, mais enfin, à l'époque, c'était 8 numéros qu'on jouait au loto. Et bien, j'ai un livre complet de toutes les vedettes, même Yves Montand qui ne fait pas, vous savez qu'il était communiste, il ne voulait pas faire du... Il m'a dit, pour toi, Bébert, je te fais le loto. Il m'a fait le loto. J'ai fait Delon, j'ai fait toutes les vedettes. Je vous montre le jour-là, j'ai au moins 30 ou 50 vedettes
connus qui m'ont fait le loto. Même l'équipe de Bastia, ils m'ont fait le loto. Il y en avait un qui voulait me demander de l'argent, c'était Johnny Rep. Il m'a dit combien tu payes. Et quand Isaac, il a dit tu fermes ta gueule, tu fais le loto pour Bébert. Dans le car. Mais je vous dis, c'est ça la sympathie des gens qui vous connaissent et tout. Vous savez, moi, je suis avec n'importe qui. Salvador Dali, il m'a dit on est deux rois. Je suis passé 24 heures avec lui. Il m'a pris en photo. Regardez, il y a la photo là-bas. Il m'a créé des lettres pour moi. Charles Bébert. C'est dommage parce qu'il avait fait aussi, vous savez, un feutre rouge. Il avait parti de son nez, il est venu à mon nez. Il a dit nous sommes deux rois. C'est parti par là. Mais ce qu'il a fait au crayon, il m'a créé des lettres Charles Bébert. Vous voyez, on m'a envoyé aussi faire des photos à la gare de Nice de Jean Gabin. Jean Gabin n'aimait pas non plus les photographes. Il arrive à 7 h du matin à Nice. Moi, je suis là, arrivé voyageur. Vous voyez la photo? Bon, je fais cette photo. Il avait des lunettes. Je lui ai dit, ça ne vous dérange pas d'enlever les lunettes? Il m'a dit, mon petit, je viens de me lever. Je ne peux pas les enlever. Mais viens à 11 h au Negresco, je te fais ce que tu veux. Je suis resté comme un con. J'étais à 11 h au Negresco. Il m'attendait dans le hall. Jamais j'aurais cru ça. Il est venu Roger Moore et Tony Curtis, il m'a dit Bébert, il m'a donné un petit coup, j'ai une photo, il me salue. C'est des types que j'ai sympathise. Bon, Paul Barcarnet, n'en parlons pas. Je l'ai fait à 3 h du matin, à la sortie d'une boîte de nuit. Il m'a même signé la photo, il habitait le Negresco. Il y a Audrey Hepburn, l'actrice de cinéma. Il y a le fils de Marcel Cerdan. Il y a Claude François, j'ai travaillé 10 ans. J'ai travaillé pour lui, j'étais attaché de presse de lui. Pourquoi je m'occupais de lui? Parce qu'il savait que c'était un type qui était très connu sur la Côte d'Azur. Et Radio Monte Carlo ne passait pas à Paris. Donc il ne pouvait pas contrôler, à l'époque, les musiques qui passaient. Donc il fallait quelqu'un qui soit sur la Côte d'Azur pour pouvoir contrôler avec les programmateurs. Ils m'envoyaient les disques par avion, moi je les distribuais aux programmateurs, je m'organisais pour faire. Chaque fois qu'ils venaient, malheureusement, cette photo, je suis derrière, dans le Riva, derrière, avec ma main, et j'ai pris mon appareil, et avec ma main, j'ai fait la photo, mais il est en train de marcher, là. Et moi, je suis derrière lui. J'ai fait signer la photo des 4 Beatles, il faut le faire. Alors, glisser sous la porte, leur donner un signal à tous les Beatles, il faut le faire, tout ça. J'ai fait même Miss Bac. Miss Bac, ça veut rien dire. Une fille qui a passé le bac, je l'ai mis une banderole Miss Bac, et je l'ai amené au Negresco, je l'ai photographié avec les Beatles. Mais il faut monter des histoires pour vendre. Vous savez que la seule chose que j'ai fait de bien, j'ai fait un Père Noël black. Il faut le faire, ça. Eh bien, j'ai fait habiller un copain à moi, un noir, je l'ai fait habiller en Père Noël, mais tout a été félicité parce que tous les gosses qui voyaient le Père Noël noir, ils ont dit, voit pas, on a un Père Noël. C'est magnifique. De temps en temps, je fais des matchs de foot, mais c'est plus comme avant. On n'est pas considéré. On arrive, on vous met de côté. Moi, si c'était moi, je suis un grand révolutionnaire sur ce travail. J'ai horreur qu'on nous donne des ordres. On travaillait au milieu des terrains. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les matchs de football, les joueurs, ils arrivent devant. Alors les autres, c'est des pestiférés. Ils ne les voient pas. Avant, on allait au milieu du terrain. On faisait des photos au milieu du terrain. Ils se retournaient vers la gauche, ils se retournaient vers la droite. Tous les gens les voyaient. Maintenant, ils arrivent. Ils sortent de leur couloir. Des gens nous mettent des barrières. Ils arrivent là, comme des pantins. On voit devant, on fait les photos. Et derrière, ils ne voyaient rien, les autres. C'est pas normal. C'est plus de la familiarité, ça. Moi, j'ai photographié Giscard d'Estaing qui passait la revue des footballeurs. Je suis sur le terrain derrière avec les footballeurs et Giscard d'Estaing. Elle est dans mon bouquin. C'est pas normal. Maintenant, on photographie, mais plus comme avant. On fait juste l'arrivée de vin et on va vous mettre dans un coin pour faire derrière les buts. C'est pas possible, c'est plus le même métier. Moi, je développais, j'arrangeais, il n'y avait pas de grain dans mes photos. Regardez ces photos en 2-3 mètres, c'est un chef-d'œuvre. On ne fait plus ça, je fabriquais mon bain. Mais mon révélateur, je le fabriquais moi. Et je voulais le vendre, mais il fallait que je donne la recette. Alors je dis Coca-Cola, il fabrique le Coca-Cola, mais ils ne vendent pas la recette. Si vous voulez, je vous donne le produit, je vous fais des produits, et vous les vendez, mais vous me donnez un droit, mais je ne vous donne pas la recette. Si je vous donne la recette, vous n'avez pas besoin de moi. Et j'ai fait des expériences parce que j'étais photographe dans l'armée. J'étais dans l'armée de l'air, je faisais des photos avec un appareil de 300 vues sur les avions, vous savez. Et je tirais des photos 30-40, ou 18-24,
j'en tirais 3000 dans la soirée. Parce que j'avais comme un computer, vous savez, alors j'avais là le papier, là j'avais l'agrandisseur, j'avais un type qui développait et un type qui fixait. Alors je prenais d'une main, je la mettais, je faisais ça, avec le pouce, j'avais un caoutchouc, je jetais la photo sur le révélateur. Et les gens venaient travailler avec moi de nuit dans l'armée, parce qu'on faisait des photos aériennes à l'infrarouge. Alors moi je faisais des photos, tout le monde voulait travailler avec moi parce qu'on travaillait 2 heures, 3 heures, et on ne travaillait pas toute la journée le lendemain. Je suis rentré dans l'armée en 56, je suis sorti en 59, pour rien, ça ne servait à rien. Enfin bref, voilà, j'étais photographe. Et c'est depuis là j'ai commencé. Mais je vous dis, je suis obligé de monter des histoires, monsieur. J'ai monté Miss Hiver, ça n'a rien à voir. J'ai créé Miss Hiver, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Rien. Je téléphone à toutes les stations me disent, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je demandais 700 francs, pas pour moi, pour les dérangements, l'essence, pour aller dans la station, les inviter à manger, plus les frais, moi, de la banderole, le bouquet de fleurs. Il fallait que j'organise. Alors j'ai dit, ça vous coûte 700 francs. Vous me payez si ça paraît. Si ça paraît pas, vous ne me payez pas. Alors hein, j'ai fait toutes les stations, même à l'extérieur, à Ventimille, partout, en Italie et tout. Il y en a un seul qui m'a répondu, c'est à Gréolière-les-Neiges. Il m'a dit, oui monsieur, moi je marche avec vous. Si ça paraît dans les télévisions, si ça paraît dans les journaux, je vous paye. J'y étais, je l'ai fait. Écoutez bien, ce jour-là, je ne trouve pas 3 filles, je trouve 2 filles. Je monte avec 2 filles, une voiture et 5 ou 6 photographes, on prend 2 voitures, on va à Gréolière. J'achète un bouquet de fleurs et je prends une banderole Miss Hiver. On arrive là-bas, le patron il est habillé en tenue, je mets les filles en maillot de bain en hiver. Je les mets sur des skis, qui ne savent pas monter en ski, je les mets en ski et j'ai dit, écoutez bien, parmi les 35 candidats qu'il y avait, et il y en avait 2, on n'a pas pu les départager, il y a 2 Miss Hiver. 2. Je les ai mis sur des luges. C'est passé dans le monde entier, monsieur, et la télévision. Et pourquoi je l'ai fait le 18 novembre? Parce que le temps de développer, d'envoyer aux agences, celui qui n'a rien à faire, il le passe le 21 décembre, c'est l'hiver. Il faut calculer ça aussi. Et j'ai calculé, et je peux vous montrer les photos de Paris. Vous me les montrerez à mon fils, il les a. C'est passé dans le monde entier, ces photos. Il m'a dit, vous savez quoi? Parce que je les invite à manger, les photographes, et que j'ai amené les caméramans et tout. 700 francs. Il m'a dit, voilà 1000 francs. Il m'a donné un studio. Il m'a dit, voilà, c'est chez vous. Vous venez quand vous voulez. Vous êtes chez vous, monsieur. C'est un amusement. Voilà. Pour moi, c'était un amusement. Je rentrais à 6 h du matin, je partais à 7 h. Voilà, je sortais avec Aznavour. On allait manger à la Tchunga. Je mangeais avec ma femme et tout. En partant, il faisait jour. J'allais prendre ma voiture, je rencontre Jonalidi qui rentre au Martinez. Bébé, où tu vas? J'ai dit, je rentre chez moi. Non, non, viens boire un coup. J'ai dit, attends, ma femme, elle est fatiguée. On va au bar. Il m'a invité à boire. Moi, je prends un café à 7 h du matin. Ah, moi, j'ai vécu. On peut pas, je ne crois pas que j'aurais eu une très belle vie. Je regrette tout ça. C'est pour ça maintenant je me fais chier, je vous dis la vérité. Je m'en mets avec les politiques. C'est vraiment tordu. Tout est tordu. Il n'y a rien de bien. Voilà, c'est tout. Un qui fait mon métier, c'est Bruno. Il est très gentil comme photographe, très très grand photographe, mais il n'a pas la communication que j'ai moi. Il est meilleur que moi comme photographe. Il est très demandé. On le demande pour faire des pochettes de disques et tout. Il fait des photos magnifiques, des couvertures partout que je ne faisais pas moi. Mais lui, il fait mieux que moi. Mais c'est plus la même chose. Bon, Stéphane, c'est pas la même chose. Lui, c'est l'organisateur. Lui, il a pris mes archives, moi, je ne savais pas. Moi, j'ai tellement fait de photos que je n'avais pas le temps de m'occuper de les classer ni rien. Je ne pouvais pas m'occuper de tout à la fois. Dans le monde entier, j'ai publié. Mais le principal client pour moi, c'était les Espagnols. J'étais numéro 1 pendant 30 ans. Parce que pourquoi? Je développais mes photos. À 3 h du matin, je montais au laboratoire pour développer la diapo. Je prenais la diapo. À 7 h du matin, je me trouvais à l'aéroport et je disais aux hôtesses, s'il y avait un passager qui partait à Madrid, elle me faisait signe. Alors je lui disais, vous partez à Madrid? Il me dit, oui. Je dis, voilà, monsieur, j'ai des diapos de la princesse. Elle lui montrait ce que je lui donnais. Et je téléphonais à mon agence. Je lui dis, ce monsieur, il a une veste marron, à rayures, il a un pantalon comme ça, il est comme ça. Donc, elle arrivait à l'aéroport, il prenait les photos. Donc, j'avais 24 heures d'avance avec tous les photographes.
Parce que les photographes qui travaillaient pour l'agence, ils envoyaient à Paris et Paris en Espagne. Et moi, j'envoyais directement en Espagne, j'avais 24 heures sur eux. Et quand mes photos étaient bonnes, ils prenaient toutes mes photos. Donc j'étais toujours premier en Espagne. C'est vraiment... Alors à chaque fois, je faisais ça. Et la dernière fois, elle m'a dit, la femme, Monsieur Bébert, vous m'avez tué. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Le plus grand acteur espagnol, c'était Fernand Doré, l'acteur espagnol. Et moi, j'ai sympathisé avec ce monsieur sur la Croisette. J'ai fait des photos, ils savaient que je savais parce que, comme il est espagnol, il lit les journaux, il voit mon nom, il savait qui j'étais. Alors, le jour qu'il a eu le prix d'interprétation masculin, j'ai fait des photos, et il partait le lendemain à Madrid. Alors moi, je le vois à l'aéroport, j'ai dit, Monsieur Fernand Doré, vous prenez mes photos? Il m'a dit, oui, oui. Il n'y a pas mieux que lui. Il prenait ses photos pour l'Espagne. Ça. Arrivé en Espagne, à Madrid, elle m'a dit, Monsieur Weber, vous m'avez tué. Parce que j'ai attendu 2h30 pour pouvoir l'approcher, tellement il y avait du monde pour récupérer les photos. Je ne pouvais pas arriver, parce que tous les photographes et tous les commentateurs étaient Fernand Doré, c'était le grand acteur. Et moi, je croyais bien faire en lui donnant les photos. Il fallait qu'elle attende 2h30 pour qu'il lui remette les photos. Et attendez, je n'ai pas eu rien que lui, j'ai eu Carlos Ores, qui était avec la fille de Charlie Chaplin. Donc, j'ai donné à lui aussi les photos, Carlos Sora. Parce qu'il me connaissait, il vit les photos. Il me prenait mes diapos. Tous les Espagnols me prenaient mes photos. C'était magnifique. J'étais numéro 1 en Espagne. J'ai fait des couvertures. J'ai fait le mariage de la princesse Caroline. J'ai fait 28 pages couleur. Frank Sinatra, toutes les vedettes qui venaient, j'étais devant la porte du palais, tac, tac, mitraille. Et après, j'envoyais, le soir même. Mais je me suis éclaté, moi, en travaillant. Je suis Stéphane Bébert, fils de Charles Bébert. Je suis musicien et comédien et depuis quelques années, depuis 2019 exactement, j'ai décidé de m'attaquer aux archives de mon père, c'est-à-dire plus de 50 ans de négatifs, dans son magasin qui a été ouvert en 1964 et qui a été fermé au début des années 2000. Et pendant presque plus de 20 ans, cet endroit nous servait un petit peu voilà, pour entreposer nos affaires, mon matériel de musique notamment. Et puis un jour, je dis, bon, voilà, ce serait peut-être le moment d'attaquer les archives de mon père. Donc j'ai poussé cette porte et c'est vrai que derrière m'attendaient voilà, des milliers de négatifs et j'ai commencé à visualiser les photos de mon père. Alors pour être honnête, au départ, moi je suis musicien et je cherchais les négatifs des Beatles. Ils sont venus en 1965 à Nice et il y a une photo que j'adore que mon père a fait signer aux 4 Beatles où ils sont sur la passerelle à l'aéroport de Nice et je voulais retrouver ce négatif-là parce que je suis musicien donc les Beatles forcément ça me parle et donc j'ai commencé à regarder des négatifs. Alors je ne l'ai pas retrouvé parce que ce qu'il faut savoir c'est que les photographes à cette époque-là couper les films, c'est-à-dire qu'ils développaient leurs films, ils envoyaient les meilleures photos forcément aux agences et ils gardaient quelques vues pour eux en archive. Donc moi, j'ai travaillé sur ces quelques vues-là en archive, donc j'ai jamais retrouvé cette photo-là. Mais j'ai commencé à me plonger dans ces archives et j'avais envie de le faire pour le partager avec lui, pour pouvoir qu'il me raconte aussi ce qu'il y avait derrière les photos, parce que je connais forcément des anecdotes de mon père, mais je ne les connaissais pas toutes encore à ce moment-là. Et donc j'étais dans ce local, j'y passais vraiment beaucoup de temps. Et un jour, un après-midi d'avril 2019, je vois qu'on tape à la porte et c'est Ben, l'artiste qui entre, qui me dit « Ma, bébé, je me rappelle, paparazzi numéro 1, ma, c'est quoi ces photos ?» Il regarde et puis il prend un portrait d'Audrey Hepburn, une photo de Fred Astaire en noir et blanc. Il y avait des photos vraiment partout à ce moment-là. Et il me dit « Écoute, j'organise une grande expo qui s'appelle La vie est un film au 109 à partir du mois de juin. Et ben voilà, je vais inviter ton père. Je voudrais que tu m'emmènes que des photos de comédiens en noir et blanc de cette époque, mais trouve une idée. » Et à l'époque, la vitrine elle n'avait pas bougé pendant 20 ans, donc elle était dans la poussière. Il y avait des photos qui avaient jauni. Il me dit, la vitrine, elle est fantastique, elle est extraordinaire. Et donc, quand il est parti, j'ai appelé mon frère. Moi, j'étais très heureux parce que je ne l'avais jamais rencontré. Et je lui dis, il y a Ben qui est passé et il nous invite. Il voudrait qu'on trouve une idée. Mon frère, et je lui dis, il a beaucoup aimé la vitrine. Mon frère dit, on n'a qu'à refaire la vitrine. Donc, en fait, on a reconstitué exactement la même vitrine. Il s'avère que mon père avait gardé un bout de verre où il y avait le SICK chasseur d'images, le logo qu'il a créé avec mon grand-père à Oran. On avait l'enseigne Kodak, on avait des pellicules, on avait plein de choses de cette époque-là, des vieilles publicités pour Pérus, les pellicules, voilà, des originaux, des boîtes Kodak. Et donc,
Ben nous a laissé un mur à côté de sa collection et j'ai remonté cette vitrine pendant 5 mois. Et ça a été vraiment pour moi le départ d'une nouvelle aventure parce que jusqu'à là, je n'avais jamais monté d'exposition, je n'avais jamais mis en avant le travail de mon père. Et grâce à lui, grâce à sa générosité, j'ai eu un premier pas dans le monde, on va dire, de l'art ou en tout cas des expositions. Et je n'en serai à jamais reconnaissant. Quand on demandait à Ben d'ailleurs pourquoi Bébert dans une expo d'art contemporain, il disait « et pourquoi pas ?» Voilà. Et c'est tout résumé en une phrase. Et à partir de là, ça a été un déclencheur puisqu'après on est venu me voir en me demandant voilà, on fait les 50 ans de Cap 3000, est-ce que ton père aurait des archives? Il s'avère qu'il en avait. Il avait Claude François en spectacle, il avait Dalida, il avait des choses que personne d'autre n'avait, Dave. Donc j'ai monté une deuxième expo et de là se sont enchaînées les expos les unes après les autres. En travaillant sur les archives, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des trésors. Donc j'ai commencé à classer, à numériser. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est venue, qui passait dans la rue, qui était un ancien pied noir, un ancien notaire à la retraite, qui m'a dit voilà, moi par passion, j'adore faire des scans et si vous voulez, je peux vous aider à numériser les photos de votre père. Et moi, j'avais des milliers de rouleaux de pellicule, j'ai pris une poignée. Je dis voilà, si vous voulez. Et on a commencé comme ça avec un monsieur qui s'appelle monsieur Ben Chetrit. Et donc, ça m'a permis d'avoir des previews, de pouvoir regarder justement le travail de mon père que j'ai commencé à classer grâce à son aide. Et après, moi, avec les choses qui m'intéressaient. Et de fil en aiguille, les expositions sont montées. On a fait une très belle exposition en 2021 avec le musée de la photographie de Nice-Chardonnay qui s'appelait « De Bébel à Bébert », des photos autour des tournages azuréens de Jean-Paul Belmondo entre 1964 et 1984. Une exposition hors les murs avec des photos géantes. Il y en avait 40 de 2,50 m sur 1,60 m sur la place Pierre Gauthier en plein milieu du Cours Saléa. Une très belle exposition avec une rétrospective aussi à la galerie. Et donc, tout doucement, je me suis dit, ce serait le moment aussi peut-être de faire un site internet. Donc, j'ai fait un site internet et j'ai mis en place un Instagram qui s'appelle Charles Bébert Photo où j'ai décidé tous les jours de publier une image en racontant les dessous, comme mon père a pu le faire précédemment. Et ça s'appelle « Une photo, une histoire ». Donc, je publiais tous les jours une photo et l'anecdote qui allait avec. Et au bout d'une centaine de publications, un soir, j'ai reçu un message, un soir d'été, d'une dame qui me dit écoutez, est-ce que vous avez déjà fait un livre avec les photos de votre père ? Je lui dis non. Elle me renvoie un message, elle me dit est-ce que vous voudriez le faire avec moi ? Cette dame, c'était Sarah Andelman, qui est la fille de Colette et qui était la cofondatrice avec sa mère du fameux concept store Colette à Paris et qui est une dénicheuse de talent, qui une passeuse aussi à sa façon pour faire découvrir aux gens ses coups de cœur. Et en fait, pendant le Covid, vu Colette s'était arrêtée en 2017, elle était beaucoup sur les réseaux et elle voyait qu'il y avait des gens qui avaient énormément de followers, beaucoup de talent, des photos très belles, mais qui n'avaient jamais fait de livre. Et elle s'est dit, elle adore tout ce qui est autour du livre. Elle a dit, je vais faire une boîte d'édition. Donc, elle a créé Just an ID Books. Et son idée, c'est de faire toujours des premiers livres. Et un jour, elle a vu donc une photo qui était passée dans le Vanity Fair de Serge Gainsbourg et Jane Birkin sur la promenade des Anglais. Cette photo est sortie juste après que Jane Birkin décède, mais au moment où le journal l'avait appelé, il ne le savait pas. Et donc, elle a été publiée sur Instagram dans l'Instagram de Vanity Fair. Sarah Andelman a vu cette photo, elle a cherché qui était le photographe, il y avait le lien forcément sur Charles Bébert Photo, et elle m'a contacté, et elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord, ok, faisons ce livre, et donc du coup elle m'a dit moi je sors des éditions en tirage limité, c'est toujours 400 exemplaires, mais avec les photos de votre père, on va monter à 500, exceptionnellement. C'est toujours le même nombre de pages, 96 pages. C'est eux qui font la maquette. Ça a été vraiment un échange et une très belle rencontre. Je lui ai envoyé une centaine de photos. Comme l'Instagram m'a dit, moi, ce que je voudrais, c'est que ça ressemble à la vie de votre père, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des chanteurs, des acteurs, des sportifs, des gens de la rue, des photos de Miss, en fait, qu'il y a un peu tout ce qu'il a fait et pas uniquement que des gens connus. Parce que je trouve que son fond est très dense et très riche. Donc, je lui ai envoyé une centaine d'images. Ils ont fait une sélection, ils ont fait la mise en page. On a juste discuté après avec des échanges, notamment sur la couverture, parce que la couverture, c'est toujours difficile de sortir une photo. Et par rapport à son histoire et par rapport au vécu qu'on avait avec l'exposition de Bébel à Bébert, mon père a décidé que ce serait Jean-Paul Belmondo sur la couverture. Donc voilà, et je trouve que c'était un bel hommage aussi de mettre ce grand acteur en avant. Et le livre est sorti. Sarah Andelman nous a invités à Paris au Bon Marché parce qu'elle avait une exposition pendant 2 mois qui s'appelait Mise en page tout autour du livre
à l'intérieur de tous les étages du Bon Marché. Et pareil, en regardant le site internet de mon père, elle m'a dit « Est-ce que vous pensez que ce serait possible de refaire la vitrine de Ben ?» Celle qui avait été faite à Nice. Je dis « Bah oui, on peut la refaire. » Donc on a recréé à Paris la vitrine qu'on avait faite à Nice au 109 en 2019. Et donc, pendant 2 mois, pour la première fois, mon père a exposé à Paris ses photos. Donc, c'était quand même une sacrée émotion pour moi et pour lui, parce qu'il est monté faire une dédicace au mois de mars 2024. Et le livre s'est vendu très, très rapidement. En un mois, on n'avait plus aucun exemplaire. Et donc, on en prépare un deuxième où cette fois-ci, il y aura aussi les histoires. Là, c'était que des photos. Mais ça a été une très belle aventure. Et quelque part, il y a toujours Ben qui est dans la boucle, puisque c'est sa vitrine, cette vitrine, son idée, cette idée-là qui est remontée à Paris. Et je lui avais demandé de faire la préface. Et Ben a fait un très joli dessin où il a marqué « Je me souviens de Bébert, le chasseur d'images » avec un appareil photo. Je pense que c'est la dernière préface qu'il ait faite. Il y a toujours des projets d'expo. En fait, la richesse de ce fonds et du travail de mon père que j'ai baptisé Chasseur d'images, c'est que je cherche toujours des idées. Donc voilà, j'ai monté une expo sur quand il y a eu les 150 ans du carnaval. Pareil, Nice Étoile m'a contacté. Donc on a fait les stars dans l'objectif, les stars au carnaval de Nice dans l'objectif de Charles Bébert. Là, j'ai un projet avec le musée Masséna sur le Nice d'hier, c'est-à-dire voilà, des photos qui reprendraient les quartiers emblématiques de Nice, mais à chaque fois avec aussi une personnalité prise par mon père en photo. Donc on peut avoir le Stade du Ré, on aura une vedette, on peut avoir la Victorine, on aura Audrey Hepburn, on aura la promenade des Anglais, on aura César devant le palais de la Méditerranée, mais on aura aussi une photo de la promenade des Anglais dans les années 60. Ce sont des triptyques. Donc ce projet est en cours, ce sera peut-être pour octobre 2024. Il y a toujours, toujours des projets qui se mettent en avant. C'est un peu aujourd'hui mon activité annexe à côté de la musique et du cabaret. Et c'est vrai que c'est un puits sans fond, j'allais dire, parce que j'ai pas tout vu. Je me suis arrêté sur les années 60, 70 et un peu 80. Le noir et blanc, pas la couleur. Et il faudrait que j'ai peut-être 10 vies pour pouvoir regarder toutes ces photos. Mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est à chaque fois l'impression de se plonger dans une époque et de découvrir des trésors cachés. Je pense que le mot qui le caractérise le plus, c'est généreux. Et son travail lui ressemble parce qu'on voit sur les photos, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens, et notamment à Paris, c'était intéressant parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout son travail et qui le découvraient. Et ils me disaient, on voit sur ces photos qu'il y a un véritable lien entre les artistes photographiés et votre père, parce que le sourire qu'on voit là, l'expression qu'on voit là, ça prouve que quelque part, il y a de l'humilité dans le regard du photographe et que l'artiste se sent bien et que ça lui permet de s'exprimer comme ça avec simplicité et de voir des photos qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir de ces artistes-là. Et je crois que sa générosité, parce que c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant son métier et pas l'aspect financier que pouvait rapporter ce travail, et ben les artistes étaient sensibles à ça. Il n'a jamais cherché à tirer profit des avantages qu'il avait ou des amitiés qu'il avait. On lui a proposé à l'époque, quand Claude François est mort, une somme astronomique par image. Je voulais qu'il fasse une photo dans le cercueil. Mon père était monté le veiller. La famille de Claude François et l'attaché de presse de Claude François de l'époque avait dit à mon père, si tu veux, tu peux la faire et même la vendre. Et mon père dit, moi, je la ferai pas. Voilà. Si vous voulez que je la fasse pour vous, je la fais, je vous la donne, mais moi, je la vendrai surtout pas et je la ferai pas. Et au lieu de faire une photo qui aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent, il a glissé dans la poche du costume de Claude François une photo de ses enfants qu'il avait faite. Et voilà. Je crois que ça le résume bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.